Bonjour et bienvenue à cette session d'information du réseau Aid Solis sur le thème Une éducation inclusive à la santé menstruelle, briser les tabous et promouvoir un accès équitable à des produits menstruels. Nous aurons le plaisir d'être guidés par notre modératrice Josanne Petithomme, qui présentera nos invités, Morenike Achani Iji et Élise Dalicia Douchim. Elles partageront leurs expériences et leurs pistes d'action pour faire avancer l'inclusivité menstruelle. Une session de questions-réponses suivra pour ouvrir un dialogue vivant avec vous. Merci d'être là. Ensemble, osons le changement. C'est ça aussi. Et je vous dis encore une fois bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue à nos chers panélistes, bienvenue à vous tous ici présents. Mon nom est Josane Petit-Homme, je suis ravie de vous accueillir sur ce Zoom. Bien que l'événement se déroule de manière virtuelle, et moi étant que votre modératrice, et je suis physiquement à Ottawa, je tiens à reconnaître que je vis sur un territoire non cédé de la nation Anishinaabe algonquine. Cette reconnaissance est un geste d'hommage envers les peuples autochtones et marque le début d'une démarche de réconciliation. Et ce soir, c'est notre deuxième session d'information. C'est organisé par le réseau Aide Solis. Le réseau Aide Solis, c'est un OBNL, un organisme à but non lucratif, notamment en lutte contre la précarité menstruelle, en tenant compte de ses intersectionnalités avec d'autres formes de précarité, telles que on peut prendre la précarité financière, la précarité sociale. On est aussi un espace inclusif de formation, d'échange, de sensibilisation et aussi de plaidoyer en faveur des droits des personnes qui s'identifient comme genre féminin. Et nous avons plusieurs axes d'intervention tels que la recherche, l'innovation, l'environnement. Pour cette deuxième session d'information, on a avec nous deux panélistes et nous avons le plaisir et nous sommes très contents qu'elles soient avec nous aujourd'hui. Et elles vont nous parler de cette expertise et leur connaissance à propos de ce sujet. Et le sujet, c'est une éducation inclusive à la santé menstruelle, briser les tabous et promouvoir un accès équitable à des produits hygiéniques. Une éducation inclusive à la santé menstruelle, briser les tabous et promouvoir un accès équitable à des produits hygiéniques. Et notre première panéliste est Madame Morenike Iji. Madame Morenike Iji est doctorante en services sociaux à l'Université d'Ottawa. Elle s'intéresse aux questions entourant les agressions sexuelles, la maternité au Canada et au Bénin. En 2020, elle a fondé le premier CALAS au Bénin. Et de 2017 à 2020, elle a été membre de la collectivité du CALAS de l'Outaouais. Et tout de suite après, on aura Madame Élise Duchim, formée en santé publique. Élise Duchim travaille en tant que formatrice et agente de projet pour le Fil Rouge, une campagne axée sur la lutte contre la précarité menstruelle au Québec. Et s'il te plaît, bon, j'allais juste dire à titre de consigne, s'il vous plaît, fermez vos micros, mais vous pouvez laisser ouvrir vos caméras. Et ce serait beau qu'on puisse voir vos beaux visages. Pendant leurs interventions, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, ou du moins, on va attendre pendant la période de questions-réponses. Vous allez pouvoir les poser vous-même, ou du moins un membre et du réseau vont les poser à votre place. Et sans plus tarder, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. Et Madame Morenike, vous avez la parole. Ok, merci de me recevoir. Je vais vous parler de mon expérience au Bénin. En 2020, je suis retournée au Bénin où j'ai ouvert un CALAS qui est un, le centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel.
Et on a commencé par faire des sensibilisations. On a commencé par faire des sensibilisations avec les adolescents puisque, comme vous le savez, le Canada et le Bénin, c'est très différent. En Afrique, la population est vraiment très, très jeune. Donc, on a commencé par faire des sensibilisations auprès de ces jeunes-là, que ce soit les garçons ou les filles. Puis, ce qui nous est revenu, c'est beaucoup les filles qui nous parlent de leurs expériences, de comment euh, c'est difficile pour elles quand elles ont leur menstruation, comment elles ratent des cours parce qu'elles n'ont pas les protections adaptées, parce que elles n'ont pas aussi l'information et comment leurs écoles aussi n'est pas adaptée pour ces filles-là. Et je vous dirais, c'était plus en région. Donc, on a vu la nécessité de faire une campagne sur la précarité menstruelle. C'était très important parce que on a vu une corrélation entre agression sexuelle et précarité menstruelle parce que euh, les filles, quand elles devaient aller changer leur protection hygiénique, elles allaient très loin de l'école, dans des endroits isolés. Et souvent, elles se faisaient agresser sexuellement ou elles avaient peur aussi de se faire agresser. Donc, elles pouvaient garder cette protection-là toute la journée et ce n'était pas bien pour leur santé pour la santé hygiénique. Donc, au CALAS du Bénin, on a mis en place un service qui donne des protections hygiéniques aux femmes. Et avant que vous me posiez la question si c'était écologique ou pas, c'était des serviettes hygiéniques qu'on jetait parce que l'accès à l'eau aussi est un défi pour ces filles-là. Pour une serviette hygiénique réutilisable, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut désinfecter cette serviette-là. Donc, c'était des serviettes jetables et pour ces filles-là, ça leur allait parce qu'avec tous les préjugés qu'on a sur les menstruations au Bénin, comme voir le sang de la femme, c'est tabou, elles ne se sentaient pas à l'aise de relaver ça, qu'est-ce qu'elles vont faire avec, même quand elles relavent ça, qu'est-ce qu'elles vont faire avec ce sang-là et même les protections hygiéniques, elles les lavaient. C'est pour vous dire, elle lavait les protections hygiéniques jetables, elle les lavait, puis elle les jetait. Parce qu'il y a tout ce tabou-là autour du sang euh, euh, de de la femme. Donc, c'était un but d'effacer ce sang-là. Et, euh, et donc, le fait de lutter contre la précarité menstruelle faisait en sorte que les filles allaient à l'école parce que avant il y avait, on n'avait pas vu ça comme euh, avoir ses menstrues, c'est chaque mois et ce n'est pas une fois dans le mois. Ça dure à 2 jours, 4 jours, rater 2 jours, 4 jours chaque mois, fait en sorte que tu fais de la déperdition scolaire. Donc, donner à ces filles la possibilité d'avoir des serviettes hygiéniques et aussi ce sur quoi on a travaillé, c'est qu'elles aient des toilettes séparées des garçons. Ça ramène le sentiment de sécurité que je ne vais pas me faire harceler par les garçons. Donc,
Donc, finalement, c'est ça que mon centre a fait quand on était basé sur les agressions sexuelles, puis on a vu que non, que même la précarité menstruelle amène à avoir des agressions sexuelles. Et donc là, c'est un projet en tant que tel où on fait euh, des dons de serviettes hygiéniques aux femmes. Donc, ça lutte en même temps contre les agressions sexuelles et ça permet aux filles d'aller à l'école parce qu'il faut, la majorité des filles viennent des milieux défavorisés. Des fois, elles n'ont pas l'argent et elles n'osent pas aussi en parler à leurs parents pour leur demander est-ce qu'on peut m'acheter des serviettes hygiéniques parce qu'il y a beaucoup de femmes qui elles regardent soit manger, soit je m'achète des serviettes hygiéniques et souvent c'est ok, je préfère comme avoir de l'argent pour manger au lieu d'avoir des serviettes euh, hygiéniques. Donc, c'est à peu près ça qu'on fait. Donc, nous, on a appelé ça une clinique santé. Donc, c'est ça qu'on fait, une clinique santé pour ces filles-là, où on distribue des serviettes hygiéniques. Donc, c'est ça. Merci, merci Morenike. Et tout de suite, on va passer à Madame Duchim pour la continuité de la session. Oui, donc bonjour tout le monde. Mon nom est Élise et moi je suis basée à Montréal. Et j'ai fait une courte présentation pour vous présenter un peu ce qu'on fait ici au Canada. Donc je vais juste partager mon écran. Est-ce que ça va? Si Mhm. Ouais. Oui, tout à fait. Parfait. Oh, excusez-moi. Et donc, oui, je travaille pour le réseau québécois d'action pour la santé des femmes. On est une OBNL basée à Montréal, mais on travaille pour tout le Québec. Et on a eu plusieurs campagnes dans le passé, mais en général, c'est basé sur la santé des femmes, la santé mentale, l'estime de soi. Et actuellement, notre campagne, c'est le fil rouge. Elle a commencé en 2022, donc c'est la dernière année. D'ailleurs, c'est fini. Mais on était financé par le gouvernement du Canada pour parler de tout ce qui est précarité menstruelle. Et au Canada, la précarité menstruelle, elle est définie de plusieurs manières. Donc, Morenike disait ça tout à l'heure, c'est le manque d'argent, de produits menstruels. Ici au Canada, on va même dire si ça arrive une fois, si ça arrive une fois par mois, une fois par an, ça peut être qualifié comme précarité. Si la personne n'a pas accès à des toilettes ou des lavabos pour changer son produit menstruel, par exemple, on voit ça souvent avec les personnes qui ont sans-abri fixe, les personnes itinérantes, ou des personnes qui n'ont pas un logement fixe, où elles vont pas avoir accès à un endroit pour changer régulièrement leurs produits menstruels, leurs serviettes, leurs tampons ou leur coupe menstruelle. Mais on va aussi dire toute personne qui manque d'informations sur le cycle, si elle n'a pas accès à un docteur pour traiter ça, si elle pour avoir un diagnostic de santé, un diagnostic de fibrome, si elle n'a pas accès à comment prendre soin toute info qui lui permet de prendre soin de son cycle avec dignité, avec santé, avec sécurité. Cette personne-là on va dire elle est en situation de précarité. Et c'est pour ces personnes-là qu'on va agir ici au RQSF. Euh, oui. Et donc, oui, parmi les personnes vulnérables que l'on voit souvent, ça va être toutes les personnes en faible revenu, les mères célibataires, les personnes immigrantes, les nouveaux arrivants, les étudiants, beaucoup d'étudiants, on va voir, parce qu'ils sont en situation précaire à cause d'un revenu qui est bas, euh,
également. Donc, et les personnes qui ont un handicap, les personnes autochtones, les personnes minoritaires, mais aussi les femmes en prison et aussi les personnes qui sont de diversité sexuelle différente. Nous, RQASF, on travaille pas uniquement pour les femmes et les filles. On va compter toutes les personnes qui ont des menstruations. Donc, ça inclut aussi les hommes trans et puis les personnes non binaires. Donc, c'est les personnes qui s'identifient pas comme femmes ou hommes. Et en général, la raison pour laquelle c'est tellement vaste, c'est parce que en général, tout ce qui est menstruation, tout ce qui est règles, c'est un sujet qui est très tabou. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont pas compter ou bien qui vont s'exprimer librement sur quand elles vivent une situation de précarité. Donc, on essaie d'être le plus inclusif possible et le plus voir les choses larges pour pouvoir ne pas manquer de personnes ou manquer de personnes en précarité menstruelle. Et parmi les conséquences, Morenike disait ça tout à l'heure, comme les menstruations sont un sujet qui est souvent honteux ou bien tabou, ça peut avoir plusieurs conséquences quand une personne se retrouve dans une situation de précarité. Donc, elle va manquer l'école parce qu'elle n'a pas assez de produits ou bien elle a des douleurs menstruelles ou bien elle ne sait pas où changer ça. Et ça peut aussi se poursuivre. Ici au Canada, il y a des études qui ont été réalisées pour les travailleurs et ils vont également manquer le travail parce qu'ils ont des douleurs menstruelles ou bien parce que voilà, ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Et ça peut entraîner du coup l'exclusion sociale ou un manque de participation sociale, ce qui est déjà difficile pour une femme et une fille pour plusieurs raisons d'inégalité, mais là, on rajoute encore une couche. Mais également, la précarité, on a vu que ça a des conséquences sur la charge mentale. Devoir constamment penser à où est-ce que je vais changer mon produit, quand est-ce que je vais avoir assez d'argent pour m'occuper de mes besoins, ça rajoute encore plus de charge sur la santé mentale. Et ça peut entraîner des sentiments de honte, d'exclusion, de perte de dignité de la personne. Ou même parfois, on avait eu un témoignage d'une dame qui disait que elle pouvait ressentir du dégoût envers ses propres menstruations. Donc, c'est un enjeu de dignité, d'égalité, de santé, mais aussi c'est un droit fondamental, les menstruations, la santé menstruelle plutôt. Dans le cadre de notre campagne, l'année passée, on avait réalisé une enquête et on a pu sonder à peu près proche de 600 personnes, donc c'était 577. Et on l'a réalisé au Québec et le but, c'était de mieux documenter la précarité menstruelle. Voilà un peu qui a répondu. La plupart des personnes, c'était des femmes blanches et cis, entre 25 et 46, et plus de la moitié avaient un diplôme, travaillaient à temps plein, avaient un revenu à peu près inférieur à 50 000. Donc, c'était pas très représentatif du Canada en général, mais ça nous a permis au moins de dresser un portrait. Et ce que là, on a réalisé, c'était que, excusez-moi, je vais juste réduire ma petite fenêtre, il y a la moitié des personnes qui ont affirmé qu'elles avaient déjà vécu la précarité. Donc, c'était une personne sur deux. Et c'était un peu plus qu'au Canada en général, parce qu'au Canada, c'est une personne sur cinq. Et on avait également une personne sur deux qui disait qu'elles avaient déjà vécu la précarité. Pardon, qu'elles ne sauraient pas si quelqu'un dans leur entourage vivait la précarité. Donc, c'est assez grave parce que ça veut dire que si tu es quelqu'un qui vit une situation de précarité, tu n'as pas assez d'argent, tu manques d'installation sanitaire chez toi, la plupart du temps, tu restes de ne pas en parler aux proches autour de toi. Donc, c'est quelque chose qui est assez isolant. On avait aussi pu documenter les conséquences que j'ai citées tout à l'heure, parce que parmi nos répondantes, il y en avait 7 sur 10 qui disaient qu'elles s'absentaient du travail ou manquaient des activités, par exemple aller au cinéma avec ses amis parce qu'elles avaient des douleurs menstruelles. On avait 2 sur 5 qui disaient même qu'elles rataient 1 à 7 jours à cause des douleurs. On avait une personne sur 4 dans nos répondantes qui disait que elles étaient amenées à choisir entre s'acheter un produit menstruel ou payer ses factures, payer les médicaments, payer le téléphone. Et ça pouvait arriver occasionnellement jusqu'à 17% du temps. Et enfin, on avait 3 personnes sur 10 qui disaient qu'elles étaient portées à utiliser des alternatives comme des papiers de toilette ou des mouchoirs quand elles n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins ou acheter des produits menstruels.
Donc, quelles sont les pistes de solutions? Donc, je vais juste changer rapidement mon écran. Donc, avec notre projet Fil Rouge, on a eu une subvention pour faire des ateliers, mais également faire des dons de produits menstruels. À notre avis, il y a pas un sans l'autre. Il peut pas y avoir d'éducation s'il n'y a pas de fourniture ou bien tu viens en aide directement. On a pu avoir un financement pour offrir des produits menstruels. Souvent, on donne des produits menstruels qui sont réutilisables et des tampons et des serviettes qui sont lavables. Parce que pour les personnes qui ne manquent pas de toilettes ou de lavabo, ça peut être une solution à long terme pour contrer les coûts. Donc, tu payes ça une fois, tu relaves ça et tu réutilises ça. Donc, c'est un peu plus durable à long terme. Et bien sûr, comme on est basé au Québec, on en distribuait surtout dans les régions, surtout à Montréal, mais aussi dans les régions, dans les centres de femmes, dans les maisons de jeunes, les communautés étudiantes, les maisons d'hébergement, les écoles secondaires. Mais également donner plus d'ateliers pour essayer de réduire ces tabous, la honte et tout ce qui est associé avec euh, euh, les enjeux, les sentiments négatifs de la précarité menstruelle. Et quand on a demandé à nos répondants, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les pistes de solutions pour pouvoir atteindre l'équité menstruelle? On en avait 4 sur 5 qui disaient qu'elles sont très favorables à ce que ça soit gratuit pour tous les employés au Québec. Et d'ailleurs, il y a une loi qui est passée récemment au Canada qui dit que pour certains milieux de travail, mais c'est surtout au gouvernement, l'employeur est obligé de mettre à disposition des serviettes et des tampons dans les toilettes au travail. Donc ça, c'est une loi qui dit que c'est une obligation, mais c'est pas tous les milieux de travail, ça dépend duquel là où vous êtes, mais c'est une solution qui est tout à fait possible. On a 3 personnes sur 4 qui disent qu'elles voudraient plus d'aménagement au travail. Donc, le télétravail, des postes de travail qui sont un peu mieux adaptés. C'est pour les personnes qui ont des règles douloureuses. Il y en avait 3 sur 5 qui disent qu'elles elles sont très favorables au congé menstruel. Et le congé menstruel, ça serait en plus du congé maladie. Donc, c'est cette idée-là de si une personne a certaines conditions comme l'endométriose, la dysménorrhée, elle serait mieux adaptée ou aurait des, comment dire, des dispositions qui lui sont plus adaptées au travail. Et enfin, on avait 3 sur 4 qui disaient qu'elles sont absolument d'accord que les produits menstruels soient gratuits dans les bibliothèques, les parcs, je sais pas, tous les édifices publics pour les personnes qui sont dans le besoin. Et c'est quelque chose qui est déjà fait dans certaines universités, ici à Montréal, dans l'université Concordia. Mais ça serait bien que ça soit gratuit partout. Donc ça, c'est l'idéal. Et voilà. Donc c'est un peu tout ce qu'on fait avec notre campagne. Je vais arrêter. Ouais. Et ça résume un peu notre action. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Merci, 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 Madame Duchil. Merci à Madame Duchil, Madame Idji, de nous avoir apporté vos connaissances concernant ce sujet. La précarité menstruelle, c'est quelque chose qui existe bel et bien. C'est pas seulement comme on pense dans les pays en voie de développement, mais ça existe ici même, chez nous, au Canada. Et comme et vous avez vu avec moi à travers le sondage, une personne sur 4 au Canada devrait choisir soit se nourrir ou du moins s'acheter un produit menstruel. C'est vraiment inacceptable. Et, et ça touche surtout les mères monoparentales, les étudiants, et cela a des conséquences néfastes sur nous. Et sans plus tarder, je laisse la place aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou du moins vous pouvez les poser dans ce commentaire ou Yvonne va vous donner la parole. Si vous avez des commentaires aussi, n'hésitez pas à poser des questions.
S'il n'y a pas de questions, moi, je voulais déjà dire encore merci beaucoup à Morenike et à Elise pour cette présentation très instructive en effet, et les données sont d'ailleurs parlantes aussi. Ma première question peut s'adresser d'ailleurs à vous deux, Morenike et Elise. Peut-être Morenike pourra commencer. Morenike, est-ce que vous pouvez nous partager quelques exemples de mesures que vous aviez mis en place pour aider ces jeunes femmes menstruées à se sentir plus en sécurité parce que vous avez vraiment parlé de cette corrélation entre la violence sexuelle et les menstrues des jeunes filles qui se retrouvent sans infrastructure et tout et qui sont souvent victimes au fait voilà, de certaines violences, d'attaques à l'extérieur. Pouvez-vous nous partager quelques exemples que vous avez mis en place pour aider ces jeunes femmes? Euh, pour aider ces jeunes femmes-là, ce qu'on a fait, c'est déjà de partager des serviettes hygiéniques, mais en même temps, on a fait un plaidoyer pour qu'il y ait des toilettes dans les écoles, des séparés, femmes et hommes, pour qu'il y ait un accès à l'eau aussi, pour que ces femmes-là puissent avoir un accès à l'eau, mais c'est la seule chose qu'on a pu faire parce que c'est un travail de longue haleine, parce qu'il faut reconstruire tout de la base, comme on ne peut pas comparer le Canada et le Bénin, ce n'est vraiment pas la même chose. Donc, vraiment, c'est de faire un plaidoyer et c'est surtout de montrer comme on le fait actuellement, la problématique de ces filles-là. Parce que souvent, on pense que c'est anormal d'avoir les menstrues, mais c'est de montrer que ça fait partie de la biologie, ça n'a rien d'anormal, ça n'a rien de tabou, ça n'a rien de mystique. C'est juste comment le corps de la femme est fait. Donc, c'est beaucoup de plaidoyer, de prévention qu'on fait. Merci. Élise? Oui, nous aussi, on fait également beaucoup plus d'ateliers et de mise en ligne des informations parce que déjà, on ne peut pas parler de la précarité menstruelle si on ne peut même pas aborder le sujet des menstruations avec tout le monde. Donc, parfois, on va faire des ateliers pour essayer de diminuer les tabous, diminuer la honte, et après pouvoir créer un espace où les gens se sentent assez à l'aise pour dire qu'ils sont en situation de difficulté. Donc, la plupart de nos activités, c'est des ateliers. Et comme ici au Canada, c'est un peu différent, tout marche avec les financements, les subventions. Peut-être c'est comme ça partout. Donc, quand on a un peu de restant dans le budget, on essaye toujours d'acheter, de distribuer les produits menstruels et on se concentre vraiment sur tout ce qui est réutilisable, lavable, durable, quand on peut. Ouais. Ok. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour enchérir par rapport à ça, il n'y a toujours pas de questions. Il On parle en plus des y a enjeux. Je pense. il y a une question dans le chat, mais vous pouvez continuer. Ok, après ma question. Au niveau côté financier et tout, parce que tout à l'heure, Morenike, vous avez aussi parlé des dons que vous recevez. Et on sait que souvent, les petites organisations n'ont pas assez de ressources. Elles ont vraiment du mal à fonctionner seules. Et comme vous venez de dire, Elise, le financement est souvent, mais là encore, c'est limité. Il y a tellement plusieurs acteurs sur le terrain qui défendent les mêmes causes ici. Est-ce que Morenike, par exemple, souvent, lorsque vous faites vos levées de dons, qui sont ces acteurs qui vous soutiennent dans votre cause? Et la même chose, Elise, mis à part peut-être le financement du gouvernement, comment votre organisme se débrouille souvent pour répondre vraiment à ces besoins-là sur le terrain? Moi, notre organisme, on s'autofinance. C'est de l'autofinancement. Il n'y a aucun organisme au Bénin qui nous finance. Aucun gouvernement béninois nous finance. C'est nous-mêmes qui achetons
protection menstruelle et qu'on partage. On n'a pas de financement sur la précarité menstruelle. On n'a aucun financement. Pour, Merci. pour notre part, au RQSF, je dois dire ce qui est un peu différent, c'est qu'on n'est pas uniquement concentré sur le sujet de la précarité menstruelle. Ça va faire 4 ans qu'on traite sur les menstruations, 2 ans depuis cette campagne-là de précarité, mais en général, on va œuvrer sur tous les enjeux de santé, ceux qui sont larges. Et donc, quand il s'agit du financement, déjà même cette question de financement, ça va dépendre des budgets qui sont alloués dans les gouvernements, les ministères, mais souvent, on va être financé par justement la province ou le fédéral. Et c'est essayer de mener des campagnes, essayer d'obtenir un financement, et puis essayer de, comment dire, rester informé pour pouvoir continuer la lutte. Mais en général, on se concentre sur la santé des femmes. Merci beaucoup. Oui, Josante, je te laisse la parole pour la question dans le chat. On a des questions. Il y a une question dans le chat. qui Est-ce que vous pensez que le capitalisme permettra cette campagne de serviettes gratuites? C'est une très bonne question parce que, alors, c'est ça, j'aimerais vous donner un exemple qui va en même temps affirmer votre point, mais en même temps peut-être vous donner un peu plus d'espoir. Ici à Montréal, normalement, tous les édifices publics, donc tout ce qui est bibliothèque, parc, il devrait y avoir dans les toilettes des serviettes gratuites et des tampons gratuits. C'est une loi. Et c'est la même chose pour les lieux de travail. C'est une loi qui existe depuis décembre 2023 qui dit que l'employeur doit fournir des serviettes et des tampons légalement et obligatoirement, pardon. Maintenant, il y a une différence entre tout ce qui est théorie et la pratique. Parce que quand je vais à la bibliothèque à côté de chez moi, donc moi je vis à Montréal, il n'y a jamais de serviettes, il n'y a jamais de tampons. Donc, en même temps, c'est sûr que le capitalisme, bon, il y a des limites. Je ne sais pas comment répondre à la question parce que ça fait que parfois il y a une déconnexion entre le théorie et le pratique. Mais ouais, c'est tout à fait possible, mais ça va prendre des années, ça va prendre beaucoup de campagnes, de sensibilisation. Essayer de pousser l'agenda au moins. Tout à fait. En plus, lorsqu'on parle des menstrues, ça paraît vraiment pas comme une priorité dans l'agenda souvent des leaders, des politiciens. C'est pourquoi il faut vraiment en parler parce que voilà, les femmes, on occupe quand même une population importante au niveau mondial. Et donc, toutes ces femmes qui doivent vivre leur menstrualité, beaucoup qui se retrouvent en précarité, ça montre vraiment l'urgence et l'importance de toujours en parler, au fait. Donc, bon, le capitalisme, c'est vrai qu'on ne peut pas se baser que sur le capitalisme, mais il y a tellement d'actions qu'on peut faire, comme ce que font les différentes organisations, comme la vôtre, la nôtre et tout, et plein d'autres aussi pour soutenir la cause, défendre vraiment la cause de ces femmes-là. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Merci. Il y a aussi une autre question dans le chat. Est-ce que vous avez aussi le soutien des entreprises qui produisent des serviettes hygiéniques? Parce que je pense que si cela va être gratuit pour tout le monde, je pense que des entreprises qui font ces serviettes-là, je laisse discuter, je pense. Je veux pas. Moi, hein, je vais les... Donc, Est-ce que vas-y, Elise, oui, tu veux D'accord. essayer de répondre à la question, oui. Ok. Oui, donc il arrive qu'on ait des demandes de partenariat. Nous, notre réseau, on est très axé sur tout ce qui est durabilité, l'environnement. Donc, on collabore énormément avec les entreprises locales québécoises pour la production des serviettes lavables et des produits réutilisables. Et d'ailleurs, quand on fait des distributions des dents, c'est souvent des produits qu'on considère comme étant environnementalement sains et puis bien pour la santé, parce qu'il y a aussi
tout l'enjeu on ne sait jamais ce qu'il y a dans les produits jetables, même si ça peut être la réponse pour plusieurs personnes en précarité, notamment si la personne n'a pas accès à une toilette ou des lavabos. Donc, parfois, quand on fait des dons dans les maisons d'hébergement, on va donner des produits jetables. Mais en général, on va collaborer avec des entreprises locales et qui sont axées sur l'environnement et tout ce qui est durabilité. Mais c'est possible, c'est très possible. Je Merci, pense qu'il y a Madame Touré Madame aussi qui Touré. aimerait. Madame Touré. Bienvenue, Madame Touré. C'est la C'est un plaisir de vous revoir. représentation. Madame Touré était une de nos panélistes l'année passée. Elle est basée à Côte d'Ivoire. Ouais. Vous pouvez parler à votre Bonsoir les filles, comment vous allez? Ça Mais je va. vous Merci. promets que l'heure à laquelle je vous parle là, il est Il est tard. 22 heures ici. C'est Là, vrai, très je tard. vous envieux pour l'heure, mais c'est pas bien grave. Le On est sujet est tellement contente de vous important. avoir. Le sujet est tellement important. C'est vraiment une belle présentation et félicitations pour ce que fait cette organisation-là, pour les femmes. En fait, je me rends compte que ça soit au Canada, que ça soit, je sais pas, à Chouette, le même problème de précarité menstruelle, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes difficultés. En fait, je voulais intervenir relativement à la question, il y a une question qui a été posée relativement au partenariat avec les entreprises qui fabriquent les serviettes hygiéniques. Je crois que je vous l'avais dit l'année passée. En fait, la plupart du temps, au début, je pense, de toute organisation, c'est peut-être les collectes, mais vers la fin, on est obligé de faire des partenariats. Et ce sera intéressant pour la dame qui vient de faire sa présentation, qu'ils aient vraiment des partenariats avec des entreprises qui produisent. Et surtout, j'ai bien aimé le côté où elle a mis l'accent sur l'impact environnemental. C'est très, très important. C'est bon de donner les serviettes, mais encore, il faut que ces serviettes-là aient un impact environnemental moindre. J'ai vraiment, vraiment aimé cette partie-là, ce qui n'est pas tout à fait le cas chez nous, bon, on va dire chez moi, puisque nous, on travaille dans un milieu assez spécial. C'était juste pour lui dire félicitations. Félicitations pour ce qu'ils font. Et ça me donne envie d'aller m'installer au Canada aussi, hein, pour faire ça. Félicitations à vous. C'était juste ça. Merci beaucoup, Madame Touré. Déjà, vous faites beaucoup pour les femmes, les jeunes femmes en Côte d'Ivoire. Je suis sûre que voilà, la société là-bas a aussi besoin de vous. Mais l'idée aussi, c'est de voir ce qui se passe ici, les bonnes pratiques et essayer de voir comment on peut appliquer ça là-bas. C'est sûr qu'en plus, les contextes sont différents. La réalité de ces femmes sont souvent différentes. On parle des femmes en milieu carcéral qui n'ont pas vraiment le luxe d'utiliser des produits biodégradables, réutilisables, même sinon comme les culottes réutilisables. Donc, c'est aussi des contextes très importants à prendre en compte, en effet, lorsqu'on parle de durabilité et de l'impact sur l'environnement. Là aussi, une autre question. Je pense qu'on avait parlé tout à l'heure, les panélistes ont parlé de tabou, sentiment de honte. Et pendant la menstruation, il y a Jonathan qui a posé cette question. Comment faire changer d'avis une femme qui pense que son corps est impur pendant sa période de menstruation? C'est bonne question. Est-ce que Élise ou Morenike voudriez vous... Je pense que d'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre, n'hésitez surtout pas. Voilà, parce que ceci nous touche tous. Il y a Oui, Madame Madame Touré. Touré, ta main est levée. Est-ce que c'est la même main ou du reste? Oui, Madame Je Touré. peux, je, je peux intervenir sur cette question. Oui. Euh, En fait, ce problème est récurrent parce que je crois que dans nos coutumes, dans nos us, on a l'habitude en fait, on arrive à faire penser à la femme que quand elle est en menstrue, quand elle est en période menstruelle, son corps est impur.
Et quand je fais, par exemple, les journées de sensibilisation auprès des jeunes filles, et quand je leur demande c'est quoi les menstruations, en fait, la, la, la chose qui me revient chaque fois, c'est du sang sale qui sort de la femme pendant une période. En fait, c'est ça. Sur 15 filles, il y a au moins 14 qui vont sortir la même chose. Et quand on pose la même question aux garçons, automatiquement, c'est pareil. Tout le monde pense comme ça. Parce que comment je fais, par exemple, la sensibilisation, c'est genré, c'est les filles et les garçons. C'est pas uniquement les filles, uniquement les garçons. Non, non, non. Parce que on va dire, c'est les garçons qui font qu'il y a problème. Donc, il faut qu'ils sachent exactement ce que c'est que la menstruation pour ne pas avoir de préacquis, en fait, pour ne pas avoir de tabou sur la chose. Donc, je fais toujours des sensibilisations avec les filles et les garçons. Euh, c'est une question, on va dire, bientôt, on va faire un panel, un atelier d'écoute. Mais là, c'est pour une population vraiment vulnérable et où le poids de la menstruation est encore pire. Parce que ça, ce sera des femmes en situation de handicap, des femmes handicapées, qui déjà n'acceptent pas leurs conditions d'handicap et qui vivent des moments encore plus difficiles en période menstruelle. Il faut déjà leur faire accepter le fait que c'est une situation qui arrive. Il faut vivre déjà avec ça. C'est l'estime de soi. Et faire comprendre aux filles que la menstruation, c'est pas quelque chose de sale. C'est la particularité d'une femme qui est en âge de procréer. Et chaque fois quand je pars dans les communautés pour faire ces sensibilisations, je fais une comparaison toute simple. Je leur dis qu'en fait, c'est la femme qui donne, c'est la femme qui donne vie, c'est la femme qui accouche. Et comme c'est la femme qui accouche, quand on voit les menstruations, quand on voit les menstrues, c'est que c'est le moment où la femme peut s'identifier à Dieu. Parce que c'est ce moment où Dieu même décide que cette personne-là est en âge de faire ce que moi je fais, moi Dieu. C'est-à-dire, elle est en âge de donner vie à quelqu'un. Donc, c'est plutôt quelque chose de magnifique. C'est pas quelque chose de sale. C'est quelque chose de magnifique. Et tant qu'on n'a pas les menstrues, on ne peut pas accoucher, on ne peut pas faire d'enfant. Donc, c'est vraiment une question de sensibilisation. Et cette sensibilisation, ça se fait pas un jour comme ça au passage, non. C'est-à-dire, il faut faire un programme, chaque fois parler à cette femme-là, ou bien à cette personne qui pense que la menstruation, c'est quelque chose de sale, ou bien c'est quelque chose d'impur. Non. Dans ma religion, on va dire en islam, quand on fait ses règles, on ne prie pas. Et les gens disent que non, c'est parce que c'est impur. Je leur dis non, c'est pas parce que c'est impur. C'est parce qu'en ce moment, on n'a même pas besoin de prier. En fait, je prends toujours le contresens. On n'a même pas besoin de prier. On est en relation directe avec Dieu. C'est-à-dire, au moment où on est en train de faire ces menstrues, c'est comme si on était en ligne directe avec Dieu, en fait. C'est-à-dire qu'on prend la place du Tout-Puissant, qui nous dit qu'on n'a pas besoin même de prier parce qu'on a une partie de lui en nous en ce moment-là. Et quand le message passe comme ça, c'est plus... La femme s'accepte un peu plus, en fait. Elle s'accepte un peu plus, elle voit les règles autrement. Mais il faut vraiment parler aux femmes. Il faut vraiment faire on va dire, ces sensibilisations, mais pas seulement aux femmes, aux hommes aussi, aux petits garçons, dans les écoles. C'est sur une longue période. C'est pas un jour en passant. C'était juste ma contribution. Si ça peut aider, c'est bon pour tout le monde. Et oui, merci Madame Touré. En effet, exactement. Il ne faut pas seulement se sensibiliser du côté des filles, mais il faut une sensibilisation générale, les filles, les garçons, comme par exemple, j'ai une petite anecdote. Quand on voit les flyers sur la menstruation, beaucoup d'hommes dans mon contact disent, oh, mais c'est une affaire de femmes, c'est pour les femmes. Mais non, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne tout le monde.
les hommes, les garçons, vous avez une sœur, une mère, vous avez une tante, une cousine, ça vous concerne tous. La situation doit se faire vraiment du côté des filles et aussi des garçons. Et Madame Duchim, est-ce que vous voulez toujours intervenir? Vous avez vu? Non? Ah, ok, c'est bon. J'aime tellement ce que Madame Touré a dit, surtout par rapport à comment la religion ou les personnes utilisent souvent la religion pour, voilà, exclure un peu la femme qui se retrouve en situation menstruelle, lui dire que elle est impure. Oui, au fait, il y a tellement, comme vous venez de le dire, il y a une manière de voir ça, l'impureté dans le sens, ok, tu es dans tes règles et puis tu peux pas prier, tu peux pas te rapprocher d'autres personnes. Mais comme vous dites, peut-être c'est aussi cette relation proche que nous avons avec le Seigneur. Et en plus de ça, on n'aura pas d'être humain sur cette terre si on n'a pas de femmes qui passent à travers leur menstru. Donc, dès qu'au fait, on arrive à déconstruire tous ces préjugés que nous avons autour des menstrues, vous imaginez comme dans certains pays, que ce soit en Afrique ou en Asie, comme au Népal, il y a des femmes qui sont obligées de sortir de la maison, d'être dans des huttes ou dans des petites cases à l'extérieur. Elles se retrouvent vraiment en situation de vulnérabilité parce qu'elles peuvent pas dormir dans la maison, tout simplement. Elles peuvent pas dormir dans la maison durant leur période de cycle. Et il y a des femmes qui meurent dans des situations pareilles. C'est tellement triste que jusqu'à aujourd'hui encore, on a cette mentalité-là de dire qu'une femme menstruée, c'est une femme qui porte malheur ou qui a quelque chose, une énergie diabolique ou je ne sais quoi qui est autour d'elle. C'est juste un manque d'éducation, au fait, d'information autour de cela. Donc, il faut voir vraiment comment déconstruire cela. Et comme on le dit, c'est pas qu'une question de femmes, c'est une question qui touche tout le monde au fait, voilà. Parce que les hommes, vous avez aussi des femmes, des sœurs, des filles, hein, des tantes. Et lorsque vous éduquez par rapport aux menstrues, vous contribuez aussi à la protection de ces femmes autour de vous, des femmes dans la société. Donc, on a parlé tout à l'heure encore de la violence sexuelle et sa corrélation avec la précarité menstruelle. Donc, un jeune homme, d'ailleurs, Morenike, je ne sais pas si vous voulez donner l'exemple que vous nous aviez partagé, mais souvent, lorsque les jeunes garçons sont tellement bien éduqués, ils arrêtent de se moquer des jeunes filles qui ont leurs règles ou bien qui essayent d'aller vraiment aller se changer à côté. Au contraire, ils protègent cette jeune femme parce qu'ils comprennent dans quelle situation elle se retrouve. Il n'y a plus besoin de ricaner ou de rigoler ou bien d'exclure ces personnes, de créer une certaine gêne parce qu'on est mieux informé, mieux éduqué. Donc, c'est une question vraiment qui touche tout le monde ici. Est-ce qu'il y Euh, a d'autres personnes? Voilà, oui. oui, en effet, quand les garçons sont éduqués et ils comprennent ça, tout est une question d'éducation et de prévention aussi, parce que c'est le manque de prévention qui amène les moqueries, mais quand on explique, et surtout qu'on dit que c'est biologique, parce que généralement, on pense que c'est surnaturel d'avoir les menstrues ou que c'est une punition divine. Certains vont dire que les femmes ont leur menstrue parce que elles ont trahi Adam et tout ça, mais quand on explique que non, c'est biologique et surtout quand on explique que sans menstrue, il n'y a pas de naissance, ils comprennent que c'est ça qui fait aussi la naissance. Si une femme n'a pas ses menstrues, et des fois, ça arrive qu'elle ne peut pas donner d'enfant, que c'est juste le cycle de la vie, ils comprennent ça. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres personnes peut-être qui aimeraient aussi partager leur expérience ou n'importe quoi? C'est aussi un moment, voilà, de partage. Ne vous gênez surtout pas. On va bientôt terminer. Question d'Albert. Faisons si tu veux. Et il y a Albert. Albert qui a posé une question. Comment les particuliers peuvent-ils soutenir votre travail? Je pense que quand vous dites particulier comme une personne lambda, Albert. Oui, en fait, oui,
particulier comme n'importe qui, les personnes, parce que vous avez beaucoup parlé du soutien que vous recevez du gouvernement, des entreprises, et comment est-ce qu'un particulier, si par exemple est intéressé par la cause, comment soutenir le travail que vos organisations font? Par exemple, la personne peut être bénévole, agir dans des plaidoyers. Aussi, la personne peut nous soutenir financièrement, faisant des dons. La personne. C'est vraiment ça, en fait, comme tu as dit, Josante, le bénévolat, le fait de participer à des sessions comme celle-là pour s'informer, voilà, être plus sensibilisé, en parler autour, au sein de son réseau également. Lorsque vous voyez des organismes comme ça, même juste le fait de repartager sur les réseaux sociaux des informations, en fait, de ces organismes-là, ça permet à une autre personne, en fait, d'avoir accès à cette information-là. Donc, le soutien financier également, que ce soit les dons, il n'y a pas de petits dons. Tout ce que vous donnez comme dons aide ces petites organisations également qui s'autofinancent souvent d'ailleurs. N'hésitez surtout pas. Les petits gestes comptent beaucoup aussi. C'est des gestes qui peuvent avoir des impacts vraiment au sein du réseau, au sein de la communauté. Ouais. Sans plus tarder, il est 55. Il y a une autre question, je pense que ce serait la dernière. Et dans les groupes, il y a quel rôle devraient alors jouer les hommes dans cette lutte de l'Israël? Moi, je dirais premièrement, ils devraient commencer par venir ici assister à nos séances de formation, comme de sensibilisation. Regarde, ici, je pense qu'il n'y a pas même 5 hommes dans le groupe. On aimerait bien les entendre, qu'ils ne se Ah, gênent pas. parce que à deux, on va trouver quelque chose comme des alternatives. Et parce que c'est comme la sensibilisation, c'est pas, comme Madame Touré l'avait dit tout à l'heure, c'est pas seulement autour des filles, mais c'est autour des filles et des hommes. C'est commencer par être là, je pense, par nous donner du soutien aussi, pour s'éduquer soi-même. Je sais pas si deux personnes ont une réponse, des réponses. Et puis écouter les femmes autour de vous souvent, vous voyez, il faut un peu sortir du jugement, de tous ces préjugés. Il faut écouter les femmes autour de vous, comprendre ce qu'elles traversent durant leur période. Lorsque vous voyez une femme qui est en douleur, vous comprenez pas, mais c'est des douleurs parfois qui t'empêchent de bouger, comme les données tout à l'heure d'Élise en plus le montraient. Il y a tellement de femmes qui n'arrivent pas à aller à l'école ou bien aller au travail lorsqu'elles se retrouvent en situation de menstrualité. Donc, c'est déjà de les soutenir, tout simplement, de comprendre c'est quoi les menstrues. Ça, c'est déjà un très grand pas. Mais en plus de ça, voilà, de vraiment soutenir toutes les causes qui défendent cette lutte contre la précarité menstruelle également. Tellement de manières de le faire. Mais s'éduquer, ça commence là. S'éduquer, être sensibilisé et tout. Il y a Catherine qui aimerait, oui, réagir. Bonsoir Catherine. Bonsoir Fanta, bonsoir tout le monde. Je sens. Désolée, je ne peux pas mettre la caméra. C'est vraiment rare que ça arrive, mais je ne peux pas mettre la caméra ce soir. C'est pas grave. Vraiment, merci beaucoup pour toutes ces informations partagées pour cet atelier. J'étais très impressionnée par les statistiques tantôt et puis j'étais comme, j'avais aucune idée de ce que. J'étais vraiment surprise là, c'est spécial. J'avais vraiment. Donc, merci de vulgariser ça. Et évidemment, qu'est-ce que je peux faire d'autre que continuer à assister pour apprendre? Parce que c'est apprendre et partager, évidemment, c'est quand même impressionnant comme données. En tout cas, ça m'a bouleversée un peu là. J'étais loin d'imaginer que ce soit des réalités que certaines femmes vivent. Donc, ben merci, bon courage. Et puis, on se voit prochainement. Merci beaucoup, Catherine. Josante, je te laisse. Oui, Élise.
Oui, j'allais dire aussi pour répondre à la question pour les hommes et les filles. Souvent, ce qu'on dit, c'est que ça commence chez soi. Donc, c'est les petits gestes qui comptent. Donc, si vous avez des nièces ou des neveux, c'est essayer de s'éduquer autour de ça, essayer de voir s'il n'y a pas des bandes dessinées qui peuvent vulgariser les informations. C'est, si vous avez un chez soi, vous mettez des serviettes dans vos toilettes, vous assurez qu'il y aura toujours un stock qui est rempli pour que les gens puissent se sentir à l'aise, venir chez vous. Donc, mais toujours essayer de s'éduquer et puis essayer d'être le plus ouvert d'esprit possible. Donc, c'est souvent ce qu'on dit. Merci. Merci, Madame Justine. Je pense qu'une dernière intervention parce qu'il est 7 heures et pour qu'on puisse mettre fin. Madame Touré, à vous la parole. Non, 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 j'ai pas, Ah, il y a- je sais pas, peut-être que c'est une ancienne main, peut-être j'arrive pas à la baisser en fait. Ok, c'est correct. Désolée. Je vous dis merci, merci, merci à nos chers panélistes et merci à vous tous présents. Merci d'avoir participé à cette séance de discussion et ça a été pour nous un gage de soutien aussi dans notre lutte. Euh, je pense que j'ai pas de choses à dire, Fanta. Merci aussi à toute l'équipe, Fanta, Yves, Nick, les bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied pour cette session. Merci pour votre contribution. C'est ça, vraiment, comme tu l'as dit, Josante, merci beaucoup d'être là. Votre participation déjà été un grand soutien. Et puis, cette manière, comme qu'on a dit tout à l'heure aussi, de soutenir la cause, de s'éduquer, sensibiliser. Merci beaucoup, Élise et Morénique, d'avoir vraiment partagé ce que font vos organismes respectifs et tout. Vraiment, les données qui ont touché beaucoup d'ailleurs ici. Ce que je vois, comme disait tout à l'heure Catherine, on ne se rend pas souvent compte parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc, il faut continuer à en parler. Et vraiment, on est content de cette discussion-là. Merci beaucoup pour votre participation et restez connectés à nos réseaux. Surtout, restez connectés à nos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à suivre les organismes de Morénique et d'Élise, voir ce qu'ils font également. Et le réseau Solis, évidemment. D'ailleurs, on voudrait vous parler d'une initiative qui est Show Me Your Light, qui est une initiative qui est portée par le réseau Solis, accessible sur notre site web. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à partager l'information, même à vouloir à y participer. Donc, vous allez avoir un sondage normalement qui va s'afficher à la fin de cette session. S'il vous plaît, si vous pouvez prendre 1-2 minutes pour remplir le sondage, ça va beaucoup nous aider. Et sinon, on fera également un suivi par courriel. Merci beaucoup à tous et passez une très bonne soirée.